Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Fleur Barret du CEC, donc Convention des entreprises pour le climat, et Sébastien Gaudin, dirigeant du comptoir des signaux, pour ce webinaire sur le parcours Alpes 2024 proposé par le CEC. Je suis Jérôme Deparsco, administrateur de Minalogic en charge de la thématique du développement durable. Petit rappel, le CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat, une structure qui a été créée en 2021 et qui vise à transformer en profondeur l'économie pour faire face aux défis de la transition écologique et qui ne cesse de grandir. Et c'est très important pour nous de sensibiliser nos adhérents sur le rôle du CEC et le rôle des solutions à apporter ensemble sur notre territoire à la problématique du changement climatique. Anne-Fleur, je vous laisse le micro. Un grand merci, Jérôme et toute l'équipe de Minalogic de nous offrir voilà, cette tribune pour pouvoir présenter le parcours et peut-être embarquer certains dirigeants adhérents de Minalogic dans le parcours 2024. Donc, je suis Anne-Fleur Barret dans la vraie vie, on va dire. Je suis consultante et coach. J'accompagne les entreprises dans leur transformation organisationnelle et managériale. Et à titre citoyen, là, je suis à titre citoyen, je m'investis dans l'organisation de la Convention des entreprises pour le climat et notamment au niveau alpin et bassin lyonnais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en quoi consiste ce parcours sur une petite vingtaine de minutes. Ensuite, on a le grand bonheur et la chance d'avoir un de nos participants 2023, Sébastien Gaudin, qui vous fera part de son témoignage en tant que dirigeant, ce qu'il a vécu, ce à quoi il est reparti de la CEC et comment ça va ou ça peut, ou il projette que ça transforme son entreprise. Nous verrons aussi comment tout ça s'inscrit en lien avec les actions de Minalogic pour ensuite un temps d'échange à la fin. Qu'est-ce que la Convention des entreprises pour le climat et notamment ce parcours 2024 qui commence en mars? Alors, la CEC, elle part d'un constat qui est le constat pas très glorieux de l'état de la planète. Et l'état de la planète est reflété par ce diagramme que certains d'entre vous connaissent peut-être, des limites planétaires. Donc, le système Terre comme un système corporel à différentes constantes, variables, dont le climat, dont la biodiversité, l'eau, l'acidification des océans, l'utilisation des sols, etc. Et 6 d'entre elles, sur 9, sont très mal en point et ont été dépassées. Donc, en fait, ce fait-là, scientifique, met à risque l'équilibre de notre système Terre. Et qui dit déséquilibre du système Terre, dit déséquilibre de potentiellement tous les services écosystémiques que la Terre nous rend, à commencer par l'air, la nourriture, etc. Et donc, face à ce constat, il y a 2 ans, un cadre dirigeant chez Michelin s'est dit, mais face à ces enjeux-là, ça ne bouge pas assez vite. Et donc, ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, hein, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Non, je vais rien faire parce qu'il faut attendre que l'État régule. Ou non, je vais rien faire parce qu'il faut attendre que les consommateurs changent d'habitude de consommation. Et il s'est dit, si, voilà, nous, les entreprises, on a notre part à jouer, on a notre rôle à jouer en tant que rôle politique au sens noble du terme, comme dirait Pascal Demurger, au service de la cité. Et donc, pourquoi ne pas répliquer un peu ce qui s'est fait à travers la Convention citoyenne pour le climat, qui est de dire, on prend un collectif, on les met avec des experts de renom pour les abreuver de nourriture intellectuelle, de faits scientifiques, etc. Et on leur permet de travailler en intelligence collective pour envisager un plan d'action et un autre possible. Donc, c'est exactement ce à quoi contribue la CEC, avec comme raison d'être de rendre irrésistible la bascule d'une économie extractive vers une économie régénérative avant 2030. Alors, je vais m'arrêter quelques instants sur chaque mot. Rendre irrésistible, le mot irrésistible est important parce qu'on veut se mettre dans un mouvement joyeux, un mouvement enthousiaste de prenons notre destin en main, pas de fatalité, faisons tout ce qu'on peut pour rendre et conserver en fait l'habitabilité, le maintien de la vie sur Terre, que ce soit les vivants humains ou non humains. On parle vraiment de bascule car aujourd'hui on est effectivement quand même dans le monde majoritairement sur une économie extractive, hein, donc j'extrais, je produis et je jette, hein, une économie linéaire.
celle-là, elle peut durer encore un petit peu, mais elle nous amène à notre perte. Et donc, il y a une nécessité en fait de passer à un autre modèle économique plus circulaire que nous à la CEC on appelle économie régénérative, qui veut dire on ne peut plus se contenter de limiter nos impacts négatifs sur l'environnement. Si on veut conserver les conditions de vie sur Terre, en fait, il va falloir se mettre à régénérer les écosystèmes. Et donc ça, quand on est une entreprise dans le numérique, dans la microélectronique, Sébastien Godin nous en parlera, il est dans le numérique justement, comment on aborde ça? C'est un peu abyssal, un peu vertigineux, mais c'est ce à quoi on travaille avec la CEC. Et avant 2030, parce qu'il y a un petit, le mot petit est un euphémisme, il y a urgence en fait à changer de modèle pour être à la hauteur des enjeux. Donc, effectivement, la CEC, elle embarque des dirigeants d'entreprises. Ça s'adresse vraiment au DG, à l'ADG des entreprises, des structures, des organisations de tout type. Elle embarque un binôme de dirigeants pour réfléchir à un changement de business model. On n'est vraiment pas sur les activités éparses ou tactiques ou plein de petites actions qu'on peut mettre en œuvre et qui sont absolument nécessaires. On est vraiment sur une réflexion profonde, longue, ça dure 10 mois sur 6 sessions, pour transformer son business model, faire évoluer son cœur de métier, se projeter à 10, 15 ans pour la pérennité de son entreprise et pour contribuer au bien commun. Donc effectivement, aujourd'hui, certaines entreprises sont complètement dans le business as usual, n'ont rien fait de spécial par rapport aux enjeux environnementaux, et c'est OK, il est toujours temps de commencer. D'autres ont déjà intégré dans leur entreprise des principes de la RSE ou des normes ISO. Et ce qu'on vise, c'est de faire bouger tout le monde d'un cran ou de 2 crans, voire 3, vers un minimal contributif où vraiment la RSE est une pierre angulaire de la stratégie des entreprises, complètement intégrée au modèle économique en dépassant les obligations légales, voire ce dont je parlais, le régénératif où il y a une vraie transformation du modèle économique en réfléchissant sur les logiques les logiques volumiques, en remettant en question l'impact en fait de l'entreprise sur les limites planétaires, et puis d'essayer de trouver des moyens, des leviers par des coopérations de régénérer les écosystèmes. Donc la CEC, elle a 2 ans, hein, du coup, donc c'est un peu le tout début, mais en fait, c'est un mouvement en pleine ébullition. Au 31 décembre, 700 entreprises du territoire avaient participé à la CEC, c'est déjà plus de 1000 dirigeants, et dès qu'on parle des entreprises, voilà, c'est déjà 750 000 collaborateurs. De nombreuses CEC sont en cours, puisque la première CEC, la première édition nationale qui a eu lieu en 2021-2022, et qui d'ailleurs sur notre territoire isérois regroupait déjà des pionniers, Arémont, Poma, Rossignol, Keria, PhotoWeb, Petzl, Caterpillar et j'en passe. C'était les premiers pionniers sur le territoire. Ça a fait des petits, et donc maintenant la CEC se décline sur tous les territoires français. Donc comme la CEC Alpes et comme la CEC Bassin Lyonnais dont je m'occupe, mais également de manière sectorielle. Et donc en ce moment a lieu au niveau national une CEC Monde Financier et une CEC Consulting, et est en train d'être organisée une CEC Industrie et une CEC Nouveaux Imaginaires pour les agences de marketing. Voilà, donc c'est en plein essor. Les deux qui peuvent éventuellement intéresser, je me dis, des adhérents de Minalogique, ça peut être de choisir soit de rejoindre une territoriale comme la CEC Alpes ou Bassin Lyonnais, soit de rejoindre le parcours industrie qui sera au niveau national. Cette diapo vous montre les participants, et quelques-uns du coup des plus de 150 maintenant depuis 2022 entreprises rhône-alpines qui ont participé à la CEC. Donc, ce que vous voyez, c'est que la visée est vraiment d'être intersectorielle, de manière à faire marcher l'intelligence collective, à créer des ponts entre les secteurs qui ont fort besoin les uns des autres et d'être en interconnexion. Donc, tout type de secteur, toute taille. Et donc, on a des très grosses entreprises comme Arémont, comme Crédit Agricole, comme Poma, Caterpillar, SAMC, mais également des toutes petites comme Biabeille, ils sont 2 et ils équipent les entreprises de ruches ou des associations. Et on a tout le maillage en fait, le reflet
de la variété des entreprises, donc TPE, PME, ETI, start-up, sur tout secteur géographique. Donc, ce qui nous concerne la Alpes et bassin lyonnais, la CEC Alpes et Savoie, Haute-Savoie, Isère, avec un peu de Drôme et d'Ardèche, et la CEC bassin lyonnais au sens très large du bassin lyonnais. Alors, en quoi consiste un parcours pour lequel vous seriez peut-être intéressé de rejoindre? Un parcours CEC, c'est un parcours long, c'est un parcours de 10 mois. Pourquoi long? Parce que si on veut être sérieux sur la question, ça ne peut pas se faire sur un coin de table en 2 minutes. Et donc, ça nécessite de se remettre à l'ouvrage très régulièrement, de manière itérative, de prendre le temps du constat, de prendre le temps de la réflexion. Donc, c'est 6 sessions de 2 jours, tous les 2 mois, sur 10 mois. C'est une pédagogie tout à fait unique. Ce n'est pas juste un accès à des experts scientifiques. Alors ça, c'est la partie tête. Et effectivement, on a des intervenants de très haut vol, de rang national, international. On est sur une approche tête, cœur, corps, car on est convaincu, et c'est ce pourquoi d'ailleurs on invite et la CEC s'adresse aux dirigeants, DG des entreprises ou des structures. Il y a un parcours aussi humain, émotionnel, de transformation individuelle, de quel est mon rapport à ce qui est en train de se passer, comment moi, en tant que dirigeante, je veux me positionner. Et donc, c'est une vraie aventure humaine. Sébastien pourra nous parler de son parcours humain également. Et tête, cœur, corps, parce qu'on est vraiment dans la mise en mouvement, dans la mise en action. À la fin, le livrable, au bout des 10 mois, c'est la feuille de route pour votre entreprise, à votre cap 2030 et comment vous souhaitez transformer votre entreprise à horizon 2030. Donc pour ça, les dirigeants, les DG embarquent avec un binôme de leur choix. Ça peut être un responsable RSE, DAF, DRH, alternant, responsable de production. Enfin, tout est possible pour la constitution du binôme qui participe à toutes ces sessions et émerge du coup une transformation intérieure, émerge des projets coopératifs entre participants ou avec les pouvoirs publics ou les institutionnels qu'on implique de manière très rapprochée pendant toute la CEC. 2 valeurs clés nous animent. Une grande bienveillance de où chacun en est dans son parcours, où chacun en est dans ses connaissances scientifiques sur le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, sur la capacité à avancer ou pas. Donc, grande bienveillance et en même temps une très grande exigence. On vous met au travail, en fait, tout le long de ces sessions pour faire un pas, qu'il soit petit, moyen ou grand, peu importe, mais on est très exigeant sur le travail à mener pour avancer. Je vous donne un aperçu. Voilà, sur un parcours, il y a une quarantaine d'intervenants qui viennent. Donc là, on n'en a mis que 7. Mais pour vous montrer en fait le calibre, François Gémen, rapporteur du GIEC, on a eu le président du Muséum d'histoire naturelle, Heidi Sevest, grande glaciologue, et des experts ensuite par thématique de biodiversité, de régénératif, de systémique, qui viennent en fait vous nourrir pendant des temps de plénière. Et donc, pendant les sessions, ça s'articule de la manière suivante. Une session de 2 jours. Il va y avoir des temps en plénière où vous avez accès à ces conférenciers de très haut rang, enfin de très haut vol. Et vous alternez les temps plénières avec des temps en sous-groupe. Donc, le collectif est ensuite découpé en sous-groupes qu'on appelle les camps de base. C'est toujours le même camp de base pendant la durée du parcours, avec une dizaine d'entreprises, où on crée un cocon de sécurité pour pouvoir aller se confronter, se questionner, être dépité, puis reprendre espoir et trouver des pistes, etc. Et donc, on alterne ces temps entre plénières, sous-groupes, et on mixe également les sous-groupes à travers des ateliers thématiques ou des ateliers sectoriels. Donc voilà le parcours CEC Alpes. Il y a exactement la même chose pour le CEC Bassin Lyonnais avec un jour de décalage à chaque fois. Nous lançons le parcours le 21 mars, donc c'est vraiment en ce moment qu'il faut candidater. On est en plein boom sur les candidatures. Et chaque brique est une brique pédagogique très importante dans tout le processus. Donc, la première session est vraiment de mettre tout le monde à niveau, de poser le constat, de se confronter aux faits scientifiques sur l'état de notre planète et de comprendre ce qui nous attend. Voilà, le constat est implacable.
Il ne fait pas forcément plaisir à entendre, mais c'est la base de la base pour mener une réflexion sensée et sérieuse. En deuxième session, on se projette vers cette histoire de régénératif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de régénératif? C'est quoi une économie régénérative? Comment envisager cela pour mon entreprise? Troisième session, on fait une plongée dans la connexion au vivant. C'est vrai qu'on a été là ces dernières décennies assez découpé du vivant, en fin de compte, par la révolution industrielle et puis par le progrès, etc., qui a eu tendance à nous écarter un peu du vivant ou en tout cas prendre pour acquis tout ce que le vivant nous offre. Et bien là, on vient se reconnecter à en fait ce que le vivant nous offre et que ce n'est pas sûr et certain que le vivant continuera à nous offrir tout ça vu ce qui s'annonce. Et donc, comment moi, en tant que dirigeant dans le numérique, quel est mon lien au vivant ou comment je peux faire des ponts pour arriver à contribuer à en prendre soin, puisque c'est la clé de tout pour garantir la vie sur Terre. En session 4, on se plonge sur la gouvernance. Comment faire évoluer les modes de gouvernance? Comment faire évoluer le partage de la valeur? Quels indicateurs monitorer, enfin surveiller? Au-delà des indicateurs comptables classiques, la CSRD arrive pour certaines entreprises en 2024, pour d'autres un peu plus tard. En tout cas, sur ces questions de double matérialité, variables extra-financières, qu'est-ce qu'il faut que je me mette à compter, à regarder dans mon entreprise pour compter ce qui compte vraiment? Et dans la session 5, on est vraiment sur l'embarquement de son écosystème, que ce soit ses parties prenantes internes, ses actionnaires, ses fournisseurs, ses clients, les pouvoirs publics, parce que comme le vivant, une forêt est composée de fourmis, de chênes, de lichens, etc., d'un vrai écosystème, et c'est ça qui fait que ça marche. Et donc, comment faire corps, comment faire écosystème ensemble? Et la 6e session est celle de l'envol et du passage à l'autonomie. Alors, les livrables, je le mentionnais tout à l'heure, quand chaque entreprise participante s'engage à remettre à la fin du parcours une feuille de route de transformation de son entreprise, de quelle transformation est visée à horizon 2030. S'engage à le publier. Pourquoi? Nous sommes association d'intérêt général. Nous sommes là pour enclencher cette bascule et donc il faut des pionniers. Il faut des dirigeants qui réfléchissent à la question et deviennent des modèles. Donc Sébastien va pouvoir embarquer, grâce à la publication de sa feuille de route, d'autres concurrents, pourquoi pas, de son secteur, et ça va donner des idées, mais également embarquer ses clients et ses fournisseurs en montrant comment ils visent de transformer. Il va nous en dire plus dans un instant. Ce qui émerge également, donc j'en parlais, c'est des projets coopératifs. Je donne un exemple de la première CEC. On avait Rossignol et MTB, une boîte de recyclage dans les terres froides, ensemble, dans le même camp de base. Il y avait un projet de ski recyclable sur les étagères depuis, je crois, une dizaine d'années. Les deux dirigeants étaient là, ils se sont parlé, ils se sont dit, allez, on met un coup d'accélérateur et l'hiver dernier est sorti le premier ski recyclable à 75%. Alors, ce qui n'est pas encore, qui ne résout pas tout, mais qui en tout cas est une vraie avancée pour aller dans le bon sens. Donc ça, voilà, c'est des choses qui émergent au sein de la CEC ou des coopérations avec les pouvoirs publics. Moi, dans mon camp de base, j'avais l'Hexagone qui a une vraie préoccupation sur la mobilité pour aller au théâtre, en fait, tout simplement. Ils ont travaillé avec d'autres structures du même territoire. Ils sont en train de travailler avec la métro. Et donc, on essaie vraiment d'accélérer en fait les projets coopératifs. Et puis, bien sûr, le récit de vos sursauts, Sébastien nous donnera le sien dans un instant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette feuille de route? On parle de feuille de route. La feuille de route est composée de 6 blocs qu'on travaille session après session, un par un. Et pour faire les choses sérieusement, on suit une méthodologie robuste. Donc, dans chaque camp de base, dans chaque sous-groupe, vous êtes encadré par des coachs facilitateurs qui vous accompagnent dans cette processus. Je suis coach facilitatrice d'un des camps de base. Donc, on commence par la question qu'on appelle la question générative. C'est en fait quelle problématique vous avez envie, quelle question vous avez envie de vous poser. Sébastien nous dira quelle question il avait envie de se poser. C'est-à-dire quel souci potentiel vous avez à craquer dans votre modèle qui fait qu'aujourd'hui, vous ne contribuez pas autant que vous aimeriez à l'évolution de la planète. On se projette ensuite au cap 2030. Donc là, on est vraiment sur un travail d'ambition et de vision. Et à partir de ces éléments-là, quel levier de redirection vous allez pouvoir activer pour rejoindre ce cap à 2030, avec quelle preuve d'impact. La CEC est tout sauf un exercice de greenwashing. On est là pour vous mettre au travail. Et donc, il faut savoir comment on mesurera en 2030 si on y est ou pas pour être sérieux, quel plan d'action et quelle mobilisation des écosystèmes. Donc ça, c'est toute une méthodologie très structurante, rodée, par laquelle on vous fait passer.
Alors, pour rejoindre le mouvement, si jamais ça attise votre attention et de rejoindre la promo 2024, je précise d'ailleurs, quand nous avons fait 2023, nous ne savions pas du tout s'il y aurait une promo 2024. Nos participants 2023 ont plébiscité le fait qu'il y ait un 2024. Donc là, on lance 2024 et on est en plein recrutement. Il n'est pas du tout dit qu'il y ait une promo en 2025. Avec l'équipe, on se dit peut-être que du coup, ça nous fera 300 entreprises sur Rhône-Alpes qui auront fait la CEC. Notre attention en tant qu'équipe de citoyens quasi bénévoles là-dessus sera peut-être de s'occuper de la promo 2023-2024 pour s'assurer que la transformation et la bascule a lieu. Donc tous ceux qui se disent j'ai pas le temps, je regarderai plus tard. En fait, non, c'est le moment de regarder. C'est le moment de regarder maintenant. Donc les conditions de participation sont les suivantes en termes d'exigence justement. La première, c'est la signature d'une charte d'engagement où vous garantissez votre présence à toutes les sessions. Donc ça, on est absolument intransigeant là-dessus. On vérifie la compatibilité des dates parce que chaque brique est essentielle à la réflexion et au chemin de transformation. Sébastien était absolument assidu, comme à peu près tout le monde. Il nous expliquera en quoi c'est important d'être présent à chaque session. La deuxième condition de participation, je vais en parler dans un instant, c'est l'adhésion à l'association pour financer le parcours. Tout le parcours est financé par les dons des structures participantes. Et enfin, une troisième condition de participation, c'est de s'engager à publier cette feuille de route pour devenir un pionnier et pouvoir représenter un modèle pour d'autres, tout ou partie, s'il y a certaines parties confidentielles évidemment, mais en tout cas de s'engager à publier votre intention. Sur les modalités de dons, donc nous sommes association d'intérêt général, tout le parcours est financé à partir des dons. Un parcours, je vais le mettre tout de suite, un parcours c'est 900 000 euros. C'est 1,8 million parce qu'on fait les deux parcours en même temps. Ces 900 000 euros permettent de recevoir une quarantaine d'intervenants, permettent d'avoir des lieux, de vous nourrir sur ces 10 jours et demi. De rétribuer, on n'est pas sur de la vraie rémunération, de rétribuer les gens comme moi qui font ça quasiment gratuitement, de rétribuer tous les coachs facilitateurs, l'équipe programme, l'équipe logistique pour que tout ce parcours ait lieu. Donc ça coûte 900 000 euros, ce qui veut dire qu'on attend une moyenne de 15 000 euros de dons par entreprise participante, mais en fonction des capacités de chacun, puisque toute petite association de l'économie sociale et solidaire ne s'engagera que sur la cotisation. On a une grille de cotisation obligatoire plus un don libre, et d'autres structures plus importantes mettront leur cotisation plus un don libre qui ira peut-être jusqu'à 20-25 000 euros pour arriver à financer le parcours. Tout ça est défiscalisé, évidemment, pour toutes les organisations payant de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 60%. Donc ça, on en discute très, très librement ensemble, en fait, en fonction des capacités de chacun, en fonction du chiffre d'affaires. Et Sébastien nous dira aussi comment il a abordé cette question-là. Voilà pour la participation financière. Donc, si ça attise votre intérêt, en fait, il faut candidater donc sur un site qui est en lien ici et qu'on vous fera suivre et qui est déjà, je crois, sur la plateforme de Minalogique. Candidater. Ensuite, du coup, nous faisons un entretien de sélection avec le binôme candidat, donc DG et quelqu'un d'autre, pour vérifier l'authenticité de la démarche, pour comprendre vos attentes envers la CEC, pour comprendre les marges de manœuvre que vous avez et ce que vous avez envie de venir travailler, et de vérifier bien sûr la disponibilité et l'engagement de publication et de la rédaction de la feuille de route. Et puis, on valide effectivement le montant du don, l'adhésion, pour pouvoir embarquer. Et on embarque par vague. Donc là, on en est déjà à la 4e vague. 30 entreprises qui se sont inscrites, candidatées et ont été sélectionnées pour 2024, dont Millet, petit-fils dont la Rosée Cosmétique, des boîtes du BTP, des boîtes dans l'alimentaire. Enfin, on a déjà un très beau panel de secteurs qui s'engagent pour 2024 et que vous rejoindrez peut-être. Voilà, moi j'arrive au bout de la présentation. Il y a des webinaires d'information, mais là vous avez toute l'information. Donc cette étape-là est faite. Et ensuite le formulaire de candidature.
Voilà pour la présentation. Je vais maintenant tout de suite passer la parole à Sébastien pour qu'il puisse en une dizaine de minutes nous témoigner de son parcours à lui qu'il a effectué en 2023 et qui vient de se terminer puisque nous avons terminé le 15 décembre. À toi, Sébastien. Merci beaucoup, Anne-Fleur. Bonjour à toutes et tous. Déjà, un petit mot peut-être pour que vous connaissiez un petit peu le comptoir des signaux si vous ne le connaissez pas. Nous, on a un cabinet indépendant de conseil en aménagement numérique des territoires. On est expert des télécommunications et on accompagne depuis 37 ans maintenant que des collectivités et des entités publiques dans leur stratégie de déploiement, de mise en œuvre opérationnelle et de maintenance de réseaux performants sur le long terme. On est labellisé numérique responsable et on est donc engagé au sein de la Convention des entreprises pour le climat depuis 2022. Et donc, notre but, c'est de mobiliser notre responsabilité d'acteur économique, nos compétences, notre esprit coopératif pour contribuer à un objectif majeur qui est la résilience des territoires. Alors, pourquoi la CEC ? J'ai 10 minutes, ça va être court. En 2021, on a lancé au sein du cabinet un parcours RSE traditionnel. À titre personnel, moi, je suis fresqueur numérique depuis 2021 également, donc un parcours RSE tranquille. En 2022, mars 2022, on a eu la chance, avec un de mes associés, de rencontrer Éric Duverger, donc le fondateur de la CEC. Ça a été le déclic. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on veut en être. Éric nous a dit, attends, faut t'attendre. Pour l'instant, on a une CEC nationale, il n'y a pas de déclinaison locale. Donc, frustré, on est rentré au bureau et puis on a repris nos activités. Et automne 2022, la CEC Alpes s'est ouverte. 3 jours après, en comité de gouvernance, on a acté d'y aller, on a mis le budget de côté, on a présenté notre candidature. Anne-Fleur nous a auditionnés. Et décembre 2022, la belle nouvelle, c'était comme quoi Noël, ça peut être 2 fois par an. On a embarqué. Moi, j'ai une banane qui s'est mise entre mes 2 oreilles depuis, elle ne m'a plus quitté. On a bloqué les dates dans l'agenda. Ça, c'est fondamental. Quand on s'engage, il faut y aller à fond. Donc, il faut faire les sessions, les intersessions, il faut tout faire. C'est indispensable d'être présent, par respect pour l'organisation, par respect pour vous, et puis par respect par toutes les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Et donc, 2023, on a suivi le parcours. Alors, pourquoi c'est une aventure incroyable ? De mon point de vue, c'est le meilleur investissement qu'on ait fait au sein du cabinet ces dernières années. En temps homme, c'est à 2, au global, ça nous fait 30-35 jours hommes consacrés sur l'année. Anne-Fleur vous a parlé budget tout à l'heure. Nous, c'était 15 000 euros qu'on a investi. Ça fait 500 euros par jour pour de la formation, du coaching de très haut niveau. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de meilleur investissement. L'organisation, pour moi, elle est au top et surtout, elle se réinterroge en permanence. Donc, l'organisation sait s'adapter tout au long du parcours en fonction des retours qu'on lui fait. Ça, c'est extrêmement important. Des intervenants extérieurs de très haut niveau, avec une approche ingénieur. Moi, je suis ingénieur télécom de formation. J'aime bien quand l'approche elle est carré, qu'on se pose des vraies questions et qu'on se remet en question. Quand vous avez un Gilles Boeuf, un Arthur Keller, une Heidi Sévestre ou un François Gémen qui interviennent et avec qui vous pouvez discuter et interagir, le niveau est tout en haut, donc ça, c'est parfait. On a des COFA qui nous intègrent, qui nous font travailler en camp de base. Ça, c'est pareil, vraiment d'un super niveau. C'est très pro dans l'approche. Nous, ça nous a fait énormément de bien et ça nous a fait progresser. Un accompagnement qui est personnalisé, ça Anne-Fleur l'a dit, mais c'est extrêmement important. On avance chacun à son rythme. Quand on a besoin d'un coup de pouce, on peut les avoir en dehors des sessions. Donc, on a du temps qui nous est consacré à côté. Et ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est ce travail coopératif avec des chefs d'entreprise, des entreprises de toute taille. Vous avez des entreprises où il y a 20 000 salariés, des cabinets comme nous, on est 8. Et de tout secteur d'activité, ça nous a vraiment permis d'avancer. Est-ce que c'est une merveilleuse aventure humaine ? La réponse est oui. La relation que moi j'ai tissée du coup avec mon Planète Championne pendant l'année, qui est pourtant quelqu'un avec qui je travaille depuis 20 ans, je ne sais pas si on ne s'est pas redécouvert pendant cette année-là. Donc, je pense que ça, c'est important. Et surtout, je vais vous expliquer un peu le sursaut qu'on a eu. Mais un point qui est important, alors nous, on est dans le numérique depuis 37 ans. Donc, on a amené de la fibre à peu près partout. Si vous êtes sur le territoire de l'Isère et que vous avez de la fibre dans vos bâtiments, on accompagne le département depuis 15 ans. Donc, je pense qu'on y a contribué. La relation avec le vivant, elle est compliquée à trouver. Alors, à titre personnel, moi, je vis en Haute-Savoie. C'est là aussi où il y a le siège du cabinet. Dans un petit hameau au milieu d'une forêt.
je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi j'ai un potager en permaculture, j'expérimente l'agroforesterie, j'expérimente la syntropie en ce moment. Mais comment je remets ça au sein du cabinet? C'est pas simple. C'est pas en éco-pâturant nos espaces verts. Il y avait 4 ruches au fond du terrain qu'on se reconnecte au vivant. Donc le gros travail qu'on a eu, il a bien été sur comment, avec du numérique, avec des télécoms, on va trouver une solution pour se reconnecter au vivant. Je pourrais vous en parler. Je ne vais pas vous dévoiler ma feuille de route parce que je n'ai pas encore le droit, mais l'encre est à pète sèche. Alors, qu'est-ce que ça a fait pour l'équipe du cabinet? Parce qu'on a réussi à embarquer tout le monde aujourd'hui et on embarque aussi nos parties prenantes. Il y a 7-8 thèmes que je veux partager avec vous. La première, c'est que nous, on a pris conscience qu'il fallait agir, tant à titre personnel qu'à titre professionnel, parce qu'il y avait une urgence et donc il fallait s'impliquer. Je pense que la bascule, elle s'est faite grâce à la CEC. On a pris conscience de notre pouvoir. Moi, je travaille en collectivité depuis que je suis tout petit. J'adore les collectivités pour lesquelles je travaille et les élus avec lesquels je collabore. Je sais très bien que la solution, elle ne viendra pas d'eux. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il faudrait qu'ils en prennent conscience. Mais globalement, la solution, elle ne viendra pas d'eux. Le pouvoir, il est dans les mains des entreprises. On a intégré une vraie lecture systémique maintenant de toutes les problématiques qui se présentent à nous. Et ça, c'est extrêmement important. Si j'ai un mot à retenir de la CEC, moi, c'est systémique. Maintenant, c'est intégré dans toutes nos réflexions, toutes nos décisions. La CEC elle nous a permis aussi d'imaginer les bases d'un nouveau récit. Moi, depuis que je suis tout petit, on m'a lu des histoires et j'ai lu des histoires à mes enfants. C'est extrêmement important. L'humain a besoin d'un récit et une entreprise, elle a besoin d'un récit pour bien fonctionner. Ce récit, il nous a permis aussi de nous sentir légitimes à intervenir. On était tout petits et on n'était pas sûr qu'on avait une vraie légitimité. Maintenant, on pense l'avoir. Et donc, ça nous a beaucoup aidé. Par contre, on reste toujours indulgent envers nos dissonances cognitives. C'est important. On ne change pas le modèle en 3 secondes. Donc, il y a des choses qu'on faisait mal avant. On va continuer à les faire mal encore un petit peu. Même si on va essayer de les faire bien, mais je pense qu'il y a des choses qu'on continuera à faire mal. Dans le numérique, c'est compliqué de ne pas être impactant. La CEC m'a permis aussi de réaffirmer mes valeurs personnelles et de les intégrer dans celles de l'entreprise. Moi, je ne suis président du comptoir des signaux que depuis 4 ans. Ça fait 25 ans que j'y travaille, mais j'ai repris les rênes de ce cabinet il y a 4 ans. La démarche RSE contributive qu'on avait lancée, là, vraiment, j'ai pu l'aligner avec les autres associés sur ce que la CEC nous a apporté. Ce qui est très intéressant, c'est que ça m'a amené aussi un regard neuf vis-à-vis de notre écosystème de parties prenantes, que ce soit des collectivités, des universités, ou des partenaires privés. Et je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait faire beaucoup de choses avec elles. Et donc, le potentiel de coopération qu'il y avait avec toutes ces entités, ça me l'a vraiment mis en évidence. Du coup, on a intégré ça dans un nouveau cap qui est, je trouve, ambitieux, audacieux, motivant pour tous les collaborateurs. Et ça nous a permis de fixer une vision long terme avec des étapes de progression. En fait, on a vraiment réussi à embarquer toute l'équipe sur un beau projet. Et on a réussi à aligner notre équipe et on commence à aligner nos parties prenantes, les autres cabinets et les entités publiques avec lesquelles on travaille. On arrive à les aligner avec ça. Ça, je crois que c'est vraiment une des satisfactions les plus importantes de mon côté. Si j'avais un hashtag à mettre, je mettrais vous ne verrez plus votre structure comme avant, mais c'est sûr. Honnêtement, alors, c'est pas vrai après la session 1 ou la session 2. Parce que là, la seule vision que vous avez de votre structure, c'est qu'il faut la fermer parce qu'elle sert à rien et qu'elle n'a pas un bon impact sur la planète. Puis après, finalement, vous dites, bon, ok, si je la laisse comme ça, c'est ce qui va se passer. Par contre, on va la changer, on va faire quelque chose. Et au pire, tout ce qu'on va essayer, ça pourrait marcher. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, on fera autre chose. Mais globalement, je pense que le principal risque qu'on a pris quand on a signé en bas de notre feuille de route, c'est ce risque-là, c'est de se dire qu'au pire, ce qu'on est en train de mettre, ça pourrait marcher. J'avais 10 minutes, j'ai fait 9. Anne-Fleur pourra noter que ça ne m'arrive jamais. Donc, oui, là,
Et là, je vais même me permettre de te relancer, Sébastien. On est dans un webinaire Minalogique et comme tu le disais vraiment très justement, le numérique, le vivant, régénératif, tout ça peut paraître complètement abscon ou stratosphérique a priori. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets pour attiser un petit peu la curiosité ou rendre palpable ou possible ce qui peut sembler absolument impossible? Alors, déjà, effectivement, le numérique, on peut se dire, ce n'est que destructeur de biodiversité. Ce n'est globalement plus, enfin, je ne vais pas vous la refaire, hein, mais le trafic Internet, il double tous les 26 mois. Donc, l'impact en termes de... On est la technologie idéale pour générer des effets rebonds. Ça, c'est évident. Hein. C'est-à-dire que globalement, on fait toujours mieux, on développe toujours des technologies qui nous permettent soi-disant en fait de réduire nos impacts, mais comme on double ou on triple les usages dans la foulée, globalement, je ne fais pas un cours 5G, hein, je pourrais le faire, mais de toute façon, on amène des technologies, on travaille avec des technologies qui sont extrêmement impactantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régénératif, ce n'est pas que lié au vivant avec lesquels on travaille. Dans le vivant, on oppose souvent l'humanité avec la nature, mais en fait, l'humanité, elle fait partie du vivant. Nous, on pense que le gros du travail qu'on a à faire, c'est justement, on doit être régénératif vis-à-vis de l'espèce humaine d'abord. C'est-à-dire que ce qu'on doit apporter, tous les projets sur lesquels on doit travailler, ils doivent apporter quelque chose à l'humanité et aux vivants. Et donc, ça nous a permis déjà de manière définitive de dire ben non, il y a des projets sur lesquels on ne travaillera plus, ça c'est très clair. Ça nous a conforté dans les décisions qu'on avait prises, mais on les avait prises avant la CEC, de s'engager, on a fait un engagement, un pacte carbone, moins 70% 2019-2030, on l'a déjà atteint. On a fait la même chose, on a parlé de limite planétaire tout à l'heure. Moi, il y a une limite qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'eau bleue. Et on a regardé l'impact du cabinet sur l'eau bleue en scope 3 et on a dit, bah voilà, ça c'est pareil, c'est moins 70% à 2030. On n'y est pas encore, mais on y travaille. Et surtout, ce qu'on a décidé, c'est que ce qu'on n'arriverait pas à réduire, parce qu'à un moment, on tape dans un plancher, on n'arrive pas à descendre dessous, quels que soient les projets, et ben on s'est dit ça, on va pas le compenser en monnaie sonnante et trébuchante, on va le surcompenser avec du mécénat de compétences. Et ça, je vous promets que ça, c'est de la vraie régénération humaine quand on va apporter des solutions, travailler pour des gens qui, eux, travaillent tous les jours sur la régénération. Donc, mécénat de compétences, c'est important. Et aussi un peu de mécénat financier. Aujourd'hui, hein, pour faire simple, 2% de notre chiffre d'affaires, et je pense qu'il y a des chefs d'entreprise autour de la table, quand on commence à parler de pourcentage du chiffre d'affaires, ça commence à piquer un peu. 2% du chiffre d'affaires, aujourd'hui, on le reverse dans des projets à visée régénérative. Et on va certainement créer une fondation avec d'autres cabinets avec lesquels on travaille pour faire que on catalyse en fait notre écosystème pour qu'il y ait de l'argent et du temps qui soient investis de manière régénérative. Le numérique, ça peut être une excellente solution pour résoudre certains problèmes s'il est bien utilisé. C'est pas que le diable. Hein. Donc, vous ne me méprenez pas. Nous, ça fait 37 ans qu'on fait du numérique. On a décidé qu'on n'arrêterait pas. Par contre, il faut faire beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Merci beaucoup là pour ces exemples très concrets. Ils permettent vraiment d'accrocher, d'ouvrir la pensée. Avant d'ouvrir les échanges avec les participants, Jérôme, est-ce que vous pouvez un petit peu du coup nous parler aussi de l'accompagnement de Minalogique sur l'axe de la décarbonation? Oui, absolument. Merci Anne-Fleur. Est-ce qu'on peut avoir le slide suivant? Voilà, en fait, l'idée, c'est d'amener quelque chose de très concret dans l'accompagnement de ce qu'une entreprise, et nos adhérents en particulier, peuvent ou pensent mettre en place dans le cadre de développement durable et de décarbonisation ou décarbonation en particulier. Et en fait, ce sur quoi on travaille dans l'organisation un peu de cette stratégie à mettre en œuvre, c'est sur des labels. Donc, label éco-minalogique, soit entreprise, soit innovation. Alors, entreprise, ça attaque les trois scopes, 1, 2 et 3, direct et indirect, et d'accompagner les entreprises pour mettre en place une stratégie de décarbonation avec des intervenants extérieurs qualifiés pour aider à mettre en place cette décarbo. Et
l'idée de ce label, c'est pas une certification, c'est d'aider à organiser et de proposer à des adhérents qui veulent soit avoir des montées en capital, donc par des fonds ou des banques, etc., d'être prêts aussi à montrer que, comme ça devient un critère pour les financeurs, que l'entreprise est bien engagée dans une stratégie de décarbo. Et puis, en termes d'innovation, c'est plus de regarder comment, dans les projets de R&D, d'innovation candidats à des subventions au niveau européen, au niveau régional ou que sais-je, de prendre en compte en termes d'éco-conception tout ce qui est développement durable, et ça va vraiment de la structure ou sur un service numérique ou une solution numérique, l'architecture qui à mettre en place qui soit durable, c'est-à-dire avec faible impact carbone dans son opération, et ça va jusque à la fin de cycle de vie, et de regarder comment ces solutions peuvent être soit rétrofitées, soit réutilisées proprement. Voilà, donc sur un cycle qui démarre par des webinaires comme on le fait, le montage de dossiers, de l'intermédiation avec des spécialistes et une labellisation qu'on met en place avec d'autres pôles. On pourra revenir si vous avez des questions sur ce sujet. Voilà ce qu'on cherche à mettre en place avec Minalogic et dans Minalogic. Et vous voyez que c'est, je dirais, un peu l'organisation et la mise en place derrière ce que propose le CEC. Donc, c'est très, très complémentaire. Merci Anne-Fleur. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on ouvre la séance de questions-réponses. Alors, je comprends que le système ne permet pas de vous donner le micro. C'est pas grave, on va faire sans ça. Et donc, on va le faire à travers le chat. Guillaume, Laure, David. David est plus là. Et puis, monsieur ou madame, je ne sais pas, Thierry. À moins que ce soit le prénom, Thierry. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce dont on a parlé? Pour ceux d'entre vous qui sont Minalogic, de quoi vous avez besoin peut-être de savoir pour en parler à vos adhérents, et ceux qui sont extérieurs à Minalogic, quelles questions vous posez pour éventuellement rejoindre le parcours? Alors, Nathalie, Anne-Fleur, je me permets une question. Oui, super. On a récemment signé avec Minalogic une convention avec le CIRID. Est-ce que c'est un organisme avec lequel vous collaborez, et sous quelle forme se matérialise la collaboration? Alors, toi qui es plus dans le milieu, Sébastien, est-ce que ça te parle ou pas? Moi, ça ne me parle pas. C'est quoi le CIRID, Nathalie? Jérôme peut peut-être, c'est Jérôme qui est à l'initiative du partenariat, il peut peut-être expliquer. Jérôme, ton micro n'est pas ouvert. Oui, c'est exactement ça, c'est ce dont je viens de me rendre compte. Merci pour ça. Oui, le CIRID, ça veut dire Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Donc, c'est un organisme d'État, c'est une association qui, autour de l'économie circulaire, et notamment en région Rhône-Alpes, a mis en place des solutions et notamment des plateformes qui permettent à des sociétés sur de cycles courts de prendre contact avec les acteurs régionaux qui peuvent contribuer, soit en termes de fournisseurs, soit en termes de distribution ou de produits faits par une société, de se mettre en contact et de travailler ensemble. Donc voilà ce que fait le CIRID, et nous on travaille avec eux d'abord pour mettre en place les labels dont je parlais tout à l'heure, et ensuite de regarder comment on peut utiliser cette plateforme qu'ils ont mis en place dans Rhône-Alpes qui s'appelle Eclaira, de façon à faire de l'intermédiation. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ouais, c'est parfait. Ça permettait un petit peu de montrer les interactions avec les différents partenaires de l'écosystème. Et de montrer le positionnement un petit peu pivot de Minalogic auprès de ces différentes structures.
Très bien. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Donc, comme ça, on va attendre la question ou la remarque ou le commentaire. Et d'ailleurs, Jérôme, Nathalie, effectivement, si vous avez des questions, si vous pouvez projeter certainement ce que les dirigeants peuvent se poser comme question auprès de Sébastien ou moi-même. Non, en fait, c'est moi qui suis en train d'écrire, donc je vais le dire à l'oral puisque j'ai ce privilège. Oui, ma question pour Anne-Fleur, c'est serait-il possible, en cours de parcours, aux trajectoires 2024 ou à la fin, d'avoir sous forme aussi d'un webinaire une sorte de rendu pour nos adhérents, pour se rendre compte de ce qui a été accouché ou ce qui va être accouché. Alors oui, complètement. Alors pas en cours de parcours évidemment, puisque les dirigeants sont en pleine cogitation sur leur feuille de route. Par contre, en fait là, on est justement en ce moment en train de traiter toutes les feuilles de route qui ont été rendues le 15 décembre. Donc Sébastien a rendu sa feuille de route le 15 décembre et qui clôturait le parcours 2023. Donc d'ici quelques semaines, toutes les feuilles de route des participants 2023 seront publiées sur le site de la CEC. Et donc ensuite par un filtre secteur ou nom de la boîte ou etc. Vous aurez accès aux feuilles de route et donc à la feuille de route de Comptoir des Signaux. D'ores et déjà sur le site de la CEC, il y a les 150 feuilles de route des 150 entreprises qui avaient participé à la toute première édition au niveau national. Dont Pomard, Rossignol, etc. Et donc ça, oui, c'est notre en plus objet en tant qu'intérêt général de publier les feuilles de route. Donc oui, complètement. Il faut attendre quelques semaines parce que là, on est en plein formatage, traitement, etc. Des 150 feuilles de route sur Bassin Lyonnais et Alpes. Merci. Alors Guillaume, c'est très enthousiasmant et inspirant. Pour les très grandes entreprises, je crois, hein, Guillaume, que vous êtes Schneider, me semble-t-il. Nathalie, c'est ce que je crois que vous me disiez. Et voilà. Est-il possible d'engager les dirigeants locaux, pas DG, par exemple un représentant France d'une multinationale ou un responsable d'une business unit? Merci beaucoup pour la question, Guillaume. Alors oui, complètement. Et donc, je vais vous citer l'exemple d'Air Liquide. En 2023, nous avions Air Liquide en tant que participant. Et en l'occurrence, c'était donc le DG de la filiale, enfin d'une partie d'Air Liquide, d'une business unit, ALAT, Air Liquide Advanced Technologies, donc avec Benoît Hilbert, qui est le DG de cette division au sein de Air Liquide. Et donc lui, en tant que DG, sur son périmètre ALAT, a de la marge de manœuvre. Il n'a pas toute la marge de manœuvre sur Air Liquide, évidemment. Et donc, ce qui se passe, c'est très, très intéressant parce qu'il a construit une feuille de route sur ce qu'il peut faire dans son périmètre, premièrement. Deuxièmement, en fait, maintenant, il essaye d'essaimer et par capillarité d'influencer le COMEX Air Liquide. Et donc là, Air Liquide est en train de se questionner sur une participation de la CEC Industrie au niveau national. Et troisièmement, il se met dans une logique un peu de prototypage. Donc, il se dit, nous, on est assez petits, entre guillemets, c'est quelques milliers de personnes par rapport à Air Liquide, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes il y a. On pourrait prototyper, expérimenter pour éventuellement ensuite développer ce qu'il aura expérimenté. Donc, la réponse à la question, Guillaume, c'est le binôme qui rejoint a-t-il une marge de manœuvre sur quelque chose? Si le binôme qui rejoint n'a pas de marge de manœuvre sur rien, non, on n'intègre pas dans la CEC parce que le but est de pouvoir faire, de pouvoir transformer, de pouvoir avancer. Mais souvent, le représentant France d'une multinationale ou le responsable d'une business unit va avoir une marge de manœuvre sur l'utilisation des bâtiments, par exemple, sur certaines activités dont l'activité est hostée, par exemple, en France et où il y a la marge de manœuvre, sur les liens avec les écosystèmes. Donc, en entretien de sélection, c'est ce qu'on va regarder. Quelle marge de manœuvre avez-vous? Sur quoi? Et avez-vous un potentiel de transformation, un potentiel d'influence sur ces questions-là? Sébastien, je ne sais pas avec qui toi tu étais dans ton camp de base et si ça résonne par rapport à la question là des très grandes entreprises. Si je reprends le micro, oui, enfin, ça fonctionne très bien. Il y en a plusieurs qui ont suivi le parcours. Moi, j'en avais une aussi dans mon camp de base. En gros, tous les post-it que vous utilisez aujourd'hui, la société qui les fabrique est une multinationale et c'est sa division grenobloise, qui est
basé à Visil, qui était là. Bon, alors, effectivement, j'aime bien l'idée du prototypage, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il crée les conditions d'une expérimentation au sein du groupe qui peut du coup être répliquée si bien évidemment le COMEX, le CODIR le valide, mais peut être répliqué après au niveau international. Donc pas de souci. De mon point de vue, c'est même pour les grandes structures, c'est même une très bonne solution qui est in business unit. Une entité du groupe qui suive la CEC plutôt que le groupe au sens large. Et je peux compléter avec 2 exemples. Dans mon camp de base, moi j'avais Alstom Brignoud, donc une usine qui fait du non tissé, donc principalement pour le placo, par exemple. Et donc Alstom fait partie d'un grand groupe international. Et donc l'usine à Brignoud est une petite usine, comme elle dit la directrice. Donc ils ont embarqué. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que déjà, elle a une énorme marge de manœuvre sur sa propre usine. Donc, ils ont dit qu'ils allaient travailler sur l'approvisionnement des matériaux biosourcés, qui travaillent en R&D en fait sur l'éco-conception de leurs produits. Ils ont un ruisseau, donc ils vont travailler à la régénération du ruisseau en fait au sein de leur usine et des coteaux. Donc déjà, une marge de manœuvre de dingue. Par contre, elle n'a pas la mainmise sur Alstom qui en plus est gérée par des fonds. Ce qui se passe est assez extraordinaire parce qu'elle est en train de convaincre en fait sa gouvernance du dessus en les mettant un peu au pied du mur et ils regardent ça avec beaucoup d'attention et donc apparemment ça fait des petits. Donc ça c'est la bonne nouvelle du mois dernier. Deuxième exemple, Boloff. Donc Boloff ils sont à Chambéry, c'est l'équipementier automobile, des petits outils en acier dans les voitures. Et Sébastien Berthelot, donc le patron, lui, donc c'est une boîte allemande. Voilà. Donc, il a décidé d'embarquer l'année dernière. Il était plutôt réticent, en disant mais non, mais de toute manière, l'acier recyclé, ne m'en parlez pas, ça n'existe pas. Il voulait à peine faire le bilan carbone, etc. Et puis il dit, en fait, ma responsable RSE m'a challengé, elle m'a dit, bah, le bilan carbone, c'est soit scope 1, 2, 3, soit c'est sans moi. Donc, ils ont fait leur bilan carbone, incluant le scope 3. Ils ont découvert effectivement, sans trop de surprise, que le gros, c'était l'acier. Et en fait, ils ont exploré et ils ont trouvé des manières de travailler à partir d'acier recyclé. Et ça, dans le monde de l'acier, apparemment, c'est une révolution. Il était fondamentalement convaincu que l'acier recyclé, ce n'était pas possible. Donc, ils embarquent là-dedans. Et en fait, maintenant, c'est l'Allemagne qui leur dit mais qu'est-ce que vous avez découvert? Mais dites-nous, etc. Et donc, ils ont attiré l'attention. Donc, moi, je crois beaucoup, Guillaume, à la possibilité d'avoir un effet papillon, un effet domino, quel que soit le nom qu'on utilise, pour ces filiales ou ces business units qui s'engagent, qui réfléchissent et qui donnent de la matière après pour le groupe plus largement. Anne-Fleur, j'aurais une dernière question pour conclure. Oui, Nathalie. Aujourd'hui, l'engagement des entreprises en matière de décarbonation, mais au sens plus large de transition écologique et environnementale, on sait que ça fait partie des critères de sélection des financeurs publics et privés. Oui. Est-ce que les entreprises qui ont suivi les différents parcours ont déjà des retours sur le sujet? Est-ce que vous avez des exemples à nous citer? Alors non, parce que la transformation là, en fait, donc ils viennent de terminer en décembre et donc là ils vont commencer la mise en œuvre de leur feuille de route. Par contre, ce que vous dites, Nathalie, est absolument clé. C'est-à-dire que quand on se projette un petit peu plus tard, là on a affaire à des gens qui naturellement se disent bah oui, j'ai envie d'être pionnier, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de prendre un coup d'avance, j'ai envie de réfléchir, c'est important pour mes petits enfants, etc. Et en fait, très vite, tout ça va arriver comme impératif, soit de ne plus être financé. Et donc va devenir en fait un impératif. Et donc là, il vaut mieux avoir effectivement réfléchi avant pour anticiper, puisque les entreprises qui ont mené cette réflexion seront clairement avantagées, que ce soit dans les appels d'offres, dans les financements, dans les prêts, puisque les banques se mettent aussi clairement à cela. Donc c'est un point extrêmement clé qui est un des arguments. À défaut d'y aller par conviction, y aller par pragmatisme. Hein. C'est le patron de Poma qui dit ça, qui est un fervent, qui a participé à la CEC. Voilà. À défaut de conviction, allez-y par pragmatisme et vous verrez que l'entreprise en ressortira gagnante par rapport à ça au sens très noble du terme. Merci Anne-Fleur. Voilà, alors je vois que quelqu'un écrivait, donc je ne sais pas s'il y a une dernière ou pas. Je vous laisse cliquer.
cliquer sur envoi pour voir s'il y a la dernière question. Voilà, Guillaume. Cela permettrait effectivement une transformation de l'intérieur. Merci pour ces beaux exemples donnés qui donnent beaucoup d'espoir. Super. N'hésitez pas, oui, Guillaume. Alors, ce qui se passe aussi, c'est intéressant, c'est que des grands groupes comme ça, je pense par exemple à GRDF et je pense à Crédit Agricole. Ils se mettent dans toutes les CEC. Dans toutes les CEC territoriales, donc on avait le Crédit Agricole cette année, GRDF a rejoint d'autres parcours et Leroy Merlin fait toutes les CEC territoriales aussi. Et donc c'est très intéressant parce que du coup ça fait plein de pionniers dans différents territoires qui après vont créer peut-être une masse critique de minorités silencieuses qui permet de la bascule. Donc on pourrait imaginer un Schneider dans la CEC nationale industrie et un Schneider dans la CEC territoriale Alpes. Et ça pourrait donner beaucoup de force. Voilà. Guillaume, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter ensemble. Voilà, je rends le micro, Nathalie, Jérôme, il est 12h30, je vous laisse conclure. Oui, en conclusion, d'abord un grand merci, c'est passionnant. Je pense que ça donne une sacrée dynamique et ça donne de l'envie d'avoir envie. Et j'encourage les adhérents de Minalogic en particulier à rentrer, à regarder, à s'imprégner de ce qui est fait au CEC. Et encore une fois, ça sert complètement les ambitions qu'on a dans Minalogic sur ces aspects développement durable avec ce qu'on cherche à mettre en place. Merci encore. Merci, à bientôt.